Lorsque deux personnes issues de mondes complètement différents tombent amoureuses, l'une étant une star mondiale et l'autre menant une vie privée modeste, le monde ne reste pas silencieux. Surtout lorsqu'il s'agit d'une femme puissante et réussie épousant un homme avec moins de notoriété ou de fortune, les questions fusent rapidement. Mais l'amour ne se soucie ni du statut, ni des comptes en banque, ni de l'opinion publique. Il joue selon ses propres règles. Rejoignez-nous alors que nous révélons les couples qui prouvent que l'amour n'a pas besoin de correspondre. Il doit simplement être réel. Numéro 12. Julia Roberts et Daniel Motter. Julia Roberts a croisé pour la première fois le chemin de Daniel Motter sur le plateau poussiéreux du film The Mexican en l'an 2000. Elle était déjà la superstar souriante qui avait porté des films comme Pretty Woman et Erin Brockovich, gagnant plus d'argent par film que la plupart des acteurs ne pouvaient en rêver. Il était un opérateur de caméra discret, habitué à se glisser en coulisses, à préparer les prises et à disparaître dans l'arrière-plan une fois que le réalisateur disait « couper ». De l'extérieur, leur monde ne correspondait pas. Les tabloïds se moquaient d'eux du fait que l'actrice la plus riche d'Hollywood soit tombée amoureuse d'un membre de l'équipe qui gagnait un salaire modeste mais stable. Ses amis lui demandaient en soi pourquoi elle risquerait son image dans une romance qui semblait déséquilibrée. Pourtant, à l'intérieur, l'accord était simple. Ils se sont liés pendant de longues heures sur le plateau, partageant des sandwichs à la table de service, et ont découvert qu'ils préféraient tous deux les petites réunions au tapis rouge. Après 2 ans à garder leur affection croissante à l'écart des flashs des appareils photo, ils se sont mariés le 4 juillet 2002 dans son ranch à Taos, au Nouveau-Mexique. Les reporters prédisaient que le mariage s'effondrerait sous le poids de la célébrité et du déséquilibre, mais plus de 20 ans plus tard, le couple sort toujours des limousines, main dans la main, élève 3 enfants loin des ragots d'Hollywood et passe ses soirées à célébrer les petites victoires de l'autre. Julia dit souvent dans des interviews que le cœur constant et l'humour calme de Daniel la gardent les pieds sur terre, tandis qu'il lui attribue son rire pour transformer chaque jour ordinaire en petite célébration. Ensemble, ils ont réécrit le scénario habituel des contes de fées. Au lieu que la star sauve le partenaire inconnu, ils ont construit une vie où chacun sauve l'autre du bruit des attentes des autres. Numéro 11. Anne Hathaway remportait déjà des prix et commandait des salaires à plusieurs millions de dollars lorsqu'elle a rencontré Adam Schulman, un designer de bijoux à la voix douce qui préférait rester discret. Des amis les ont présentés lors d'un petit festival de cinéma en 2008. Anne venait de terminer une tournée de presse et était épuisée par les lumières vives et les questions incessantes. Adam a lancé une blague timide sur les sacs cadeaux du festival et pour la première fois cette semaine-là, elle a ri sans penser aux caméras. Les reporters ont ensuite taquiné que la star de première ligne était tombée amoureuse d'un homme dont l'expérience sur le tapis rouge se limitait à aider les invités à trouver leur place. Mais Anne s'en fichait. Ils ont commencé à sortir ensemble discrètement, se faufilant pour des promenades matinales le long de la rivière Hudson et partageant des petits déjeuners de chariots de rue au lieu de brunch d'hôtel. Anne a trouvé du calme dans le rythme lent d'Adam. Adam aimait qu'elle puisse abandonner son sourire de star de cinéma et être maladroite avec des éclaboussures de café. Lorsque les tabloïds ont insisté pour obtenir des détails, Anne a simplement déclaré qu'elle avait rencontré son égal, quelqu'un qui voyait la vraie elle sous les couches de maquillage et d'essayage de vêtements. Après 4 ans ensemble, Adam a proposé avec une bague qu'il avait conçue lui-même, un style vintage qui brillait sans éclat. Ils se sont mariés à l'automne 2012 au sommet d'une falaise en Californie alors que le soleil se couchait, avec moins de 100 invités et une playlist riche en vieilles chansons soul. Les critiques qui avaient un jour douté de leur union ont regardé les photos arriver, Anne pieds nus sur l'herbe, Adam la faisant tourner comme s'ils étaient les 2 seules personnes sur Terre. Depuis lors, leur vie est restée discrète. Ils passent beaucoup plus de temps à jardiner qu'à faire la fête. Et Anne jure que le meilleur moment de chaque soirée de remise de prix est d'enlever ses talons dans la voiture, tandis qu'Adam lui tend une barre chocolatée qu'il a glissée dans sa poche. Ils ont 2 fils, tous deux nés à la fin des années 2010, et Anne appelle les soirées cinéma en famille un plus grand frisson que n'importe quelle première sur le tapis rouge. La ligne de bijoux d'Adam prospère grâce au bouche à oreille, et il vérifie toujours chaque fermoir lui-même parce que, comme il l'a dit un jour à un magazine, les détails maintiennent tout ensemble. Une décennie plus tard, il semble te prouver que la célébrité peut cohabiter avec la normalité. Anne garde les Oscars sur une étagère basse plutôt que dans une vitrine, et Adam garde leur marche balayée. Lorsqu'on lui demande le secret, Anne hausse les épaules et dit que c'est simple. Trouvez quelqu'un qui vous fait sentir en sécurité au point d'être ennuyeux, puis accrochez-vous bien.
Numéro 10. Elizabeth Taylor et Larry Fortensky. Elizabeth Taylor a rencontré Larry Fortensky à la fin des années 90 lorsqu'ils étaient entre tous deux patients à la clinique Betty Ford en Californie. Elle était une actrice mondialement célèbre avec une étagère pleine de récompenses et une fortune comptée en millions, tandis qu'il était un ouvrier du bâtiment d'une ville modeste qui s'était inscrit à la clinique pour demander de l'aide pour son alcoolisme. Leurs premières conversations ont eu lieu lors de réunions de groupe et de tâches partagées. Ils ont trouvé du réconfort à plaisanter sur les règles strictes de la clinique et à échanger des histoires sur leurs vies différentes. Lorsque la nouvelle de leur amitié grandissante a filtré, la presse a tourné autour d'eux comme des faucons, se moquant du fait que la reine aux yeux violets d'Hollywood avait perdu la raison en tombant amoureuse d'un homme de la classe ouvrière qui, selon leurs mots, n'avait rien à lui offrir sauf des ennuis. Elisabeth s'en fichait. Elle a invité Larry chez elle après qu'ils aient un temps tous deux terminé leur traitement, lui a appris à gérer les caméras et en retour a accueilli son honnêteté franche qui perçait à travers le tourbillon des flatteurs autour d'elle. Par une journée ensoleillée d'octobre 1991, ils se sont mariés au ranch de Neverland de Michael Jackson. La cérémonie, qui a coûté bien plus de 1 million de dollars, a attiré plus de 400 invités, y compris des stars de cinéma, des icônes de la pop, et même quelques voisins curieux de l'ancienne équipe de Larry. Les commentateurs ont qualifié ce mariage de voué à l'échec. Ils ont souligné leur écart d'âge de 19 ans, leur cercle différent et le poids des 7 mariages précédents d'Elizabeth. Pourtant, pendant 5 ans, le couple a bâti un véritable partenariat. Larry préférait les jeans et le travail dans le jardin au smoking. Alors Elizabeth a commencé à organiser des petites fêtes à la maison au lieu de galas scintillants. Il la faisait rire avec des blagues simples. Elle lui a fait découvrir le voyage à travers le monde et les enchères d'art. Le mariage a pris fin en 1996, mais tous deux ont parlé gentiment l'un de l'autre par la suite. Elisabeth a dit plus tard que la présence constante de Larry l'a aidé à traverser l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, tandis que Larry a déclaré aux reporters qu'il chérirait toujours les après-midi passés à s'asseoir sur le porche avec leur chien, loin des flashs des appareils photo. Numéro 9. Barbara Hutton et Alexis M. Devaney. Barbara Hutton, souvent appelée la pauvre petite fille riche parce que son immense héritage Woolworth ne semblait jamais lui acheter la paix, a pénétré dans le scintillement des bals de la société de 1933 avec un cœur agité. Lors de l'une de ces grandes soirées, elle a rencontré Alexis Mundivani, un bel noble géorgien qui se présentait comme un prince mais qui, en vérité, avait bien moins d'argent que les histoires ne le prétendaient. Il éblouissait les foules avec ses manières parfaites et ses récits de terre familiale perdue. Barbara, timide mais avide d'affection, a été emportée par son charme. Les chroniqueurs de potins se moquèrent du fait que le prétendu prince ne voyait que son solde bancaire, tandis qu'elle aspirait à un sauvetage féerique de sa tour solitaire d'argent. En juin de la même année, ils se sont mariés lors d'une cérémonie débordant d'orchidées et de soie, coûtant des centaines de milliers de dollars à une époque où de nombreuses personnes faisaient bas la queue pour du pain. Alexis a guidé Barbara à travers les cercles royaux d'Europe, dépensant librement en bijoux, voitures et un yacht qui scintillait comme un palais flottant. Ses amis ont remarqué que son sourire s'estompe à mesure que les factures s'accumulaient. Le goût du prince pour la vitesse et le faste dépassait même ses poches profondes. 2 ans plus tard, en 1935, Barbara a demandé le divorce. Elle a accepté de verser à Alexis un règlement estimé à plus de 1 million de dollars, formulé dans les documents judiciaires comme un cadeau pour clore le chapitre avec dignité. Bien que les critiques l'aient qualifiée de folle, Barbara a elle-même déclaré plus tard que ces années lui avaient appris que l'amour ne peut pas s'acheter et que les titres signifient peu sans gentillesse sous-jacente. Alexis est mort dans un accident de voiture l'année suivante, sa voiture de sport roulant sur une route espagnole. Barbara a envoyé des fleurs bien qu'ils se soient séparés. Sa vie a continué à travers d'autres mariages et d'autres gros titres, mais l'union brève et flamboyante avec le prince sans le sou reste l'un des avertissements les plus discutés dans le folklore de la haute société. Même la plus riche des héritières peut se sentir pauvre lorsque la confiance est perdue et le titre le plus grand ne peut pas remplir un cœur vide. Numéro 8. Gal Gadot et Jaron Varsano. Gal Gadot et Jaron Varsano ont toujours plaisanté en disant que leur histoire d'amour a commencé dans le désert et ne l'a jamais vraiment quitté.
Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'une petite retraite de pleine conscience près de la mer Morte en Israël à l'été 2006. Elle était mannequin, fraîchement sortie de son service militaire obligatoire, encore en train de décider si elle devait se consacrer à la comédie à plein temps. Il était un promoteur immobilier, presque 10 ans plus âgé, connu parmi ses amis pour transformer des terrains poussiéreux en appartements modernes. Le programme de la retraite était chargé de yoga au lever du soleil, de discussions sur le but de la vie balayées par le vent du sable et de longs dîners éclairés par des guirlandes de lampes nues. Lors de la deuxième nuit, ils se sont assis l'un en face de l'autre, ont débattu de la méditation contre l'entraînement de force, et ont fini par échanger leurs numéros de téléphone sur des serviettes tachées de houmous. Pendant des mois, ils se sont rencontrés là où leurs chemins se croisaient, dans des cafés de Tel Aviv lorsqu'elle avait des auditions, dans des condos à moitié construits lorsqu'il avait des visites de chantier. Les amis taquinaient un Gal pour sortir avec un homme qui passait la plupart de ses journées en bottes de sécurité et portait 1 mètre ruban dans sa poche. L'équipe de Jaron, quant à elle, plaisantait, en disant qu'il était hors de sa portée avec une femme dont le visage commençait à apparaître sur des panneaux d'affichage le long de l'autoroute Ayalon. Aucun d'eux ne s'en souciait. Ils se sont liés lors de trajets nocturnes sur des routes côtières désertes, d'une obsession partagée pour les vieilles guitares et d'un accord selon lequel le succès ne signifie rien si l'on ne peut pas le laisser à la porte et rire du pain grillé brûlé le dimanche matin. Jaron a proposé 2 ans plus tard, lors d'un autre voyage dans le désert, cette fois près d'Eilat. Il a caché une bague au fond de la cantine d'eau de Galles. Elle a failli l'avaler, puis a ri si fort qu'elle a renversé la moitié de la bouteille. Ils se sont mariés fin 2008 dans le jardin d'un petit hôtel à Tel Aviv. Les journalistes ont écrit des articles rapides, l'appelant l'étoile montante d'un homme d'affaires inconnu, comme si un compte bancaire tranquille était en quelque sorte en désaccord avec sa renommée grandissante. Gal a rapidement décroché son rôle décisif dans la franchise Fast Car et les questions sur le tapis rouge sont devenues plus aiguës. Leur mariage résisterait-il à l'éclat des projecteurs ? Jaron est resté en dehors de la caméra, sauf lorsqu'ils portaient leur enfant à travers les halls d'aéroport, souriant aux photographes qui écorchaient bien son nom. Lorsque Gal s'entraînait 8 heures par jour pour devenir une super-héroïne à l'écran, Jaron s'occupait des repas et des récupérations à la maternelle. Lorsque l'une de ses tours locatives a rencontré un obstacle, elle a interrompu ses tournées de presse pour s'asseoir avec des tableurs et apaiser ses craintes. Ils ont déménagé à Los Angeles pour le travail, mais gardent une maison en pierre à faible toit en Israël où les téléphones se coupent et les barbecues en famille s'étendent jusqu'à minuit. Gal aime dire aux animateurs de talk-show que Jaron est sa boussole dans le désert, stable, résistant au soleil, pointant vers la maison. Il dit qu'elle est la tempête de sable qui rend la vie intéressante. Près de 2 décennies après cette première retraite, ils échangent encore des mots d'amour glissés dans des valises et se disputent presque pour savoir qui doit nettoyer le grill du balcon. Le monde extérieur peut mesurer leur valeur en chiffres au box-office ou en mètres carrés vendus, mais dans leur salon, la valeur se manifeste par 3 filles s'entassant sur un canapé qui est un coussin trop petit, et 2 parents qui se tapent dans la main après l'heure du coucher parce que la vaisselle peut attendre, mais une danse rapide sur un vieux riff de guitare ne peut pas. Numéro 7. Margot Robbie et Tom Ackerley. Margot Robbie attirait déjà les regards à Hollywood lorsqu'elle s'est envolée pour la France en 2013 pour jouer un petit rôle dans le drame de guerre Suite française. Le plateau semblait à des années-lumière du bruit assourdissant des tournages de blockbusters, ce qui convenait parfaitement à Tom Ackerley. Il était assistant réalisateur, concentré sur les feuilles d'appel et les plans. Heureux de se fondre dans le bourdonnement des câbles et des clapets. Leur première vraie conversation a eu lieu autour d'une tasse de thé tard dans la nuit dans le bureau de production, après une longue journée de scènes trempée par la pluie. Margot a ri des blagues sèches de Tom sur la boue, Tom l'a taquiné sur son inquiétude que ses cheveux ne sèchent jamais, et au jour du rap, une amitié silencieuse s'était formée. Lorsque le casting s'est dispersé, Margot a invité Tom et 2 autres amis de l'équipe à partager un appartement à Londres pour économiser de l'argent et combattre la solitude entre les projets. Les journalistes s'étonneraient plus tard qu'une actrice payée à 7 chiffres partageait les tâches ménagères et le loyer avec des amis. Mais pour Margot, la configuration semblait normale et exempte d'ego. Au fil des mois de courses, au supermarché partagé et de soirées cinéma sur un canapé usé, l'amitié s'est approfondie en amour.
Au début, ils cachaient sans mâcher la romance même à leurs colocataires, échappant des petits mots et volant des promenades matinales le long de la Tamise avant les heures d'appel. Une fois le secret révélé, les paparazzi ont essayé de raconter l'histoire d'une étoile montante sortant avec un homme de classe inférieure, soulignant le salaire modeste de Tom et son faible profil public. Margot a ignoré le bruit, disant que sur un plateau de tournage, chaque rôle compte, et la gentillesse de Tom faisait briller toute l'équipe. Ils se sont mariés en décembre 2016 à Byron Bay, en Australie, lors d'une petite cérémonie si privée que la presse n'en a eu vent qu'après que des invités aient publié des photos floues d'un coucher de soleil sur la plage. Près de 10 ans plus tard, ils gardent toujours leur vie discrète, produisant des films ensemble à travers leur société Lucky Chap, célébrant les succès de l'autre et s'échappant vers des spots de surf lorsque la célébrité commence à rugir trop fort. Margot attribue souvent à la nature stable de Tom le fait de l'aider à équilibrer le chaos des tapis rouges, tandis que Tom plaisante en disant que l'énergie de Margot transforme même une simple course au supermarché en une aventure. Leur film maison, tourné sur de vieilles caméras et gardé hors des réseaux sociaux, montre deux personnes riant autour de pain grillé brûlé, preuve qu'une histoire d'amour n'a pas besoin d'être dorée pour se sentir précieuse. Numéro 6. Ariana Grande et Dalton Gomez. Ariana Grande a passé presque toute sa vie sous les projecteurs, d'abord dans des émissions de télévision pour enfants, puis en tant que chanteuse à succès dont la voix remplissait des stades. À l'âge de 27 ans, elle avait vu sa vie privée étalée sur les pages de potins, des romances courtes avec d'autres stars de la pop à la douleur de perdre son ancien petit ami Mac Miller. Début 2020, un ami commun lui a présenté Dalton Gomez, un agent immobilier spécialisé dans les maisons de luxe nichées dans les collines d'Hollywood. Contrairement aux acteurs et chanteurs qu'elle rencontrait habituellement, le monde de Dalton tournait autour de listes discrètes, de longs trajets et de poignées de main fermes avec des acheteurs fortunés qui préféraient la confidentialité. Au début, Ariana aimait qu'il ne demande pas de selfie et ne tente pas de glisser dans les coulisses de ses spectacles. Lorsque le monde s'est arrêté en mars, ils ont décidé de se mettre en quarantaine ensemble, dans sa maison de Los Angeles. Ses amis plaisantaient en disant que la star emménageait avec un agent immobilier qu'elle connaissait depuis seulement quelques semaines, mais les longs mois passés à l'intérieur se sont révélés être un cadeau. Ils ont préparé des repas simples, joué avec ses chiens de sauvetage et passé des soirées à chanter des chansons loufoques au piano juste pour le plaisir. L'esprit calme de Dalton a stabilisé Ariana pendant les nouvelles de tournées annulées et la pression croissante en ligne. Elle écoutait ces histoires sur les voyages d'enfance normaux dans des parcs nationaux et les trouvait rafraîchissantes. Un jour calme de décembre 2020, il a proposé avec une bague en perles et en diamants, qui comprenait une pierre provenant de l'épingle de cravate de son défunt grand-père. Ils ont gardé la nouvelle secrète, partageant des photos uniquement avec la famille. 5 mois plus tard, en mai 2021, ils ont organisé un mariage secret dans sa maison de Montecito. La liste des invités comptait moins de 20 personnes. Les vœux ont été échangés sous un plafond de fleurs que sa mère avait aidé à arranger. Les fans qui s'attendaient à un événement géant télévisé ont été choqués, et certains experts ont prédit qu'un couple formé d'une des plus grandes voix pop du monde et d'un homme dont le métier était de vendre des maisons ne pouvait pas durer. Pourtant, Ariana a souvent dit aux intervieweurs que Dalton la garde les pieds sur terre, lui rappelant de boire de l'eau, de s'étirer et de rire des gros titres négatifs. Al, à son tour, l'appelle la personne la plus travailleuse qu'il ait jamais rencontrée et dit que ses concerts préférés sont toujours les privés dans leur salon. Cependant, leur histoire d'amour a pris fin en mars 2024. Le couple s'était séparé discrètement en janvier 2023 et avait formellement déposé une demande de divorce en septembre de cette année-là. Numéro 5. Miranda Lambert et Brendan McLaughlin. Miranda Lambert a vu Brendan McLaughlin pour la première fois un matin de novembre 2018 lorsqu'elle est arrivée à Times Square pour chanter sur Good Morning America. Brendan était de service avec le département de police de New York, assigné au contrôle de la foule devant les portes du studio. Pendant que les fans agitaient des affiches et que l'équipe de production s'affairait, Miranda a remarqué le grand officier offrant des directives calmes et le sourire facile qu'il donnait aux enfants nerveux. En coulisses, son groupe plaisantait en disant que la star de la country, avec des chansons puissantes, venait de rencontrer son égal, en un policier de la ville qui semblait tout droit sorti d'un film western. Un producteur, sentant des étincelles, les a discrètement présentés pendant une pause. Ils ont parlé de travail de sauvetage pour animaux.
Ils venaient d'adopter un pitbull et ils ont échangé des histoires sur leur enfance loin des lumières surbrillantes. Miranda est partie pour prendre un vol, mais n'a pas pu se défaire du souvenir de l'officier qui ne lui demandait rien d'autre qu'un autre rire. Au cours des semaines suivantes, ils ont échangé des textos commençant par de simples salutations et se sont transformés en longues discussions à minuit sur la famille, la foi et les chemins étranges qui poussent les gens à recommencer. Les tabloïds ont rapidement appris que la lauréate d'un Grammy sortait avec un policier sans le sou, comme l'a dit un titre, et les caméras suivaient de Brendan alors qu'il prenait le métro en uniforme. Les experts affirmaient que la romance craquerait sous le poids de sa célébrité et de son salaire modeste. Miranda, qui avait déjà traversé un divorce public, a décidé de prouver qu'ils avaient tort de la manière la plus discrète possible. Un jour froid, à la fin janvier 2019, elle et Brendan se sont échappés vers une ferme rurale près de Nashville et ont échangé leurs vœux avec seulement quelques proches présents. Elle portait de la dentelle et des bottes. Il portait son uniforme de cérémonie. Ils ont annoncé le mariage des semaines plus tard, partageant 2 simples photos sur les réseaux sociaux et remerciant les fans de respecter notre vie privée. La vie depuis lors a été un mélange constant de bus de tournée et de poussettes. Le jeune fils de Brendan, d'une relation précédente, les rejoint souvent. Des sessions de guitare sur le porche arrière et des tâches partagées sur leur propriété du Tennessee. Il a quitté la police pour garder leur emploi du temps synchronisé, mais il se lève toujours à l'aube, patrouille les clôtures et prépare le petit déjeuner avant que Miranda ne parte pour le studio. Elle, à son tour, écrit des chansons qui célèbrent l'amour tranquille plutôt que la douleur. Dans les interviews, elle sourit lorsqu'on lui parle d'argent et de statut et dit que l'esprit stable de Brendan vaut plus que n'importe quelle position dans les chars. Les critiques qui levaient autrefois les yeux au ciel admettent maintenant que la facilité du couple l'un avec l'autre semble plus forte que n'importe quel projecteur. Numéro 4. Ellen Pompeo et Chris Ivory. Ellen Pompeo était déjà le cœur calme de Grey's Anatomy lorsque le destin a placé Chris Ivory à ses côtés dans une épicerie de Los Angeles en 2003. Elle tendit la main pour prendre une tomate, il fit de même et ils rirent tous les deux de ce petit choc de main. Chris, un producteur de musique né et élevé à Boston comme Ellen, n'avait aucun intérêt pour la célébrité. Son travail se déroulait dans des studios discrets, façonnant des chansons qui figuraient de souvent les noms d'autres personnes sur les chars. Au cours des mois suivants, ils continuèrent à se rencontrer, d'abord pour un café, puis pour des repas tardifs, après qu'Hélène ait terminé des scènes sur le plateau de l'hôpital. Les amis se demandaient ensemble pourquoi une étoile montante de la télévision lirait sa vie à un homme dont le visage n'apparaissait jamais sur les tapis rouges. Les journalistes se moquaient de leur rendez-vous discret, le qualifiant d'ordinaire et elle de naïve. Le couple n'y prêtait pas attention. Chris cuisinait une sauce dominicale pendant qu'Hélène répétait ses répliques à la table de la cuisine. Il lui apprenait à laisser glisser les petites tensions. Elle lui montrait que le flash des caméras pouvait être inoffensif lorsque l'amour est solide. Après 3 ans ensemble, ils se glissèrent dans la mairie de New York un frais matin de novembre en 2007. La cérémonie dura moins de 15 minutes, avec le maire Michael Bloomberg en tant que témoin, et leurs bagues coûtèrent moins que la moyenne d'une robe de soirée qu'Hélène portait lors des remises de prix. Les rédacteurs de tabloïds grognèrent à propos de cette affaire simple, disant qu'une actrice de premier plan aurait dû organiser un mariage de conte de fées. Mais Hélène l'appela plus tard parfait, car aucun autre scénario ne guidait leurs vœux. Le mariage apporta des saisons de longues journées de travail séparées. Pendant qu'Hélène filmait des quarts de 15 heures dans des studios à Seattle, Chris volait parfois à Londres pour mixer un album. Ils établirent une règle de se parler chaque nuit, même si ce n'était que pour 5 minutes, et de garder au moins une semaine complète ensemble chaque année. Lorsque leur première fille naquit en 2009, Hélène prenait des pauses entre les prises pour allaiter et Chris se promenait en poussant une poussette, saluant les stagiaires émerveillés sans ralentir son pas. 2 autres enfants suivirent, nés par gestation pour autrui, et le couple garda chaque détail privé jusqu'à ce qu'ils choisissent de le partager. Maintenant, bien plus d'une décennie plus tard, Hélène a pris du recul par rapport à son rôle à plein temps dans l'émission qui l'a rendue célèbre, et Chris continue de se glisser dans les studios pour peaufiner des morceaux. Ils passent des soirées dans leur jardin, lui grattant des accords de soul ancien pendant qu'elle fredonne, les enfants chassant des lucioles. Dans de rares interviews, Hélène répète que Chris lui apporte un équilibre qu'aucun prix ne pourrait lui donner. Et Chris dit que sa foi en un amour tranquille est la meilleure chanson qu'il ait jamais produite.
Les caméras peuvent encore chercher des fissures, mais le rythme quotidien du couple, les courses au supermarché, les récupérations d'école et les dîners simples continuent surtout de prouver qu'une vie en dehors des projecteurs peut briller assez fort pour deux. Numéro 3. Lady Gaga et Michael Polanski. Lady Gaga a d'abord remarqué Michael Polanski lors d'un petit rassemblement organisé après sa performance du Nouvel An 2019. La fête bourdonnait d'agents et de stylistes, mais elle se sentit attirée par l'homme calme qui posait des questions réfléchies sur sa fondation Born This Way, au lieu de son costume de scène. Michael, un investisseur technologique diplômé de Harvard, avait longtemps travaillé en coulisses des startups et des œuvres de charité scientifique. Donc la célébrité signifiait peu pour lui, au-delà de son pouvoir à financer de bonnes idées. Gaga, habitué aux projecteurs qui lui éclaboussaient par les yeux, ressentait un calme rare dans son regard stable. Au cours des premières semaines de 2020, ils échangèrent de longs messages vocaux pendant qu'elle voyageait pour la saison des récompenses. Elle parlait de la joie et de la pression de la tournée. Ils partageaient des données sur des dons, sur des subventions de recherche qui pourraient aider les adolescents confrontés à des problèmes de santé mentale. Bientôt, il vola à Miami pour assister à son spectacle d'avant le Super Bowl. Les paparazzi prirent des photos d'eux s'embrassant sur un balcon, et les gros titres annonçaient que la reine de la pop avait un nouveau petit ami ordinaire. Certains critiques se moquèrent de leur couple, disant qu'une star mondiale devrait être avec un autre artiste à succès, pas un homme qui passait la plupart de ses journées dans un bureau à analyser des chiffres. Gaga balaya le bruit et invita Michael à se mettre en quarantaine avec elle à Los Angeles lorsque le monde se ferma ce mars-là. Ils cuisinèrent des pâtes, promenèrent dans ses chiens à l'aube et transformèrent le garage en salle d'entraînement. Les amis qui participèrent à des appels vidéo la virent des rires sans la couche habituelle de maquillage de scène, et ils remarquèrent sur comment Michael écoutait plus qu'il ne parlait, la laissant remplir la pièce de chanson lorsque l'humeur s'y prêtait. À la fin de l'année, elle l'appela l'amour de sa vie lors d'une interview télévisée, et au début de 2022, elle fut aperçue portant une bague dont les diamants s'étendaient presque sur 2 articulations. Elle n'a jamais annoncé de date de mariage, choisissant plutôt de garder le centre de la relation discret. Les journalistes soulignent encore que la fortune de Gaga surpasse celle de Michael, mais ceux qui connaissent peu le couple disent que les finances ne façonnent pas leur rythme quotidien. Il lit chaque brouillon de ses nouvelles paroles. Elle assiste aux collectes de fonds qu'il organise pour la recherche sur le cancer. Lorsqu'elle était en tournée, il l'accompagne dans quelques villes puis retourne au travail, lui laissant de doux mots écrits à la main dans le miroir de la loge. Elle lui rend la faveur en envoyant des pâtisseries pour le petit déjeuner à son personnel avec des cartes qui disent simplement « Merci de le partager ». Leur histoire continue de se dérouler loin des grandes affiches. Pourtant, chaque fois que Gaga monte sur un tapis rouge avec Michael à ses côtés, souriant timidement pendant qu'elle pose comme une sculpture vivante, ils offrent une petite leçon. Un amour construit sur un but commun et un respect doux peut éclipser toute discordance en matière de célébrité ou de fortune, et même l'artiste le plus bruyant peut trouver l'harmonie dans la compagnie tranquille d'un partenaire réfléchi. Numéro 2. Cynthia Nixon et Christine Maranoni. Cynthia Nixon pensait autrefois que rien ne pouvait égaler les nerfs qu'elle ressentait lors de la première, jusqu'à ce qu'elle commence à assister aux réunions scolaires de ses enfants. Lumière fluorescente, sol collant et ses graphiques montrant des résultats de tests qui continuaient de glisser dans la mauvaise direction. C'était une vraie pression. Frustrée, elle se lança dans le combat chaotique de New York pour de meilleures écoles publiques. Et c'est là que Christine Maranoni apparaissait sans cesse, une organisatrice rousse et tenace qui pouvait transformer un tableau de budget en un cri de ralliement que tout le monde comprenait. Cynthia avait la célébrité et les ennemis. Christine avait les classeurs et les contacts. Elles formaient un duo étrange selon les tabloïds, mais dans la vraie vie, elles s'entendaient à merveille. Après des sessions de stratégie tard dans la nuit, elles se faufilaient dans une pizzeria, échangeant des histoires de guerre autour de tranches grasses, et riaient de la manière dont les petites victoires, un professeur d'art supplémentaire ici, une chaudière réparée là, paraissaient pas plus grandes que n'importe quelle victoire sur le tapis rouge. Les gens se moquaient. Les gros titres demandaient pourquoi une actrice millionnaire sortait avec quelqu'un qui passait ses soirées à agrafer des prospectus. Cynthia et Christine ignoraient tout cela. Chez elles, à Brooklyn, la richesse signifiait que celui qui se levait, le premier préparait le café. Celui qui rentrait, le dernier, prenait des raviolis, et toutes deux se souvenaient d'applaudir lorsque les enfants réussissaient un test d'orthographe.
Un après-midi de printemps en 2009, lors d'un autre rassemblement pour l'égalité des droits au mariage, Christine sortit une simple bague en argent. Pas d'orchestre, pas de flash, juste un calme. Veux-tu continuer cette vie avec moi? Cynthia dit oui. Elles attendirent le que New York légalise enfin le mariage entre personnes de même sexe, puis se marièrent dans un jardin au bord de la rivière en 2012, servant des tartes maison et dansant au son d'un haut-parleur emprunté. Depuis, la candidature de Cynthia au poste de gouverneur s'est appuyée sur le travail de terrain de Christine, et les succès de l'organisation à but non lucratif de Christine bénéficient d'une visibilité parce que Cynthia peut traduire des politiques en anglais simple. Les journalistes demandent encore comment leur monde s'accorde. Cynthia hausse simplement les épaules. La célébrité est bruyante. Christine est stable. Je préfère la stabilité. Christine sourit et ajoute: L'amour, c'est être présent, même quand le système sonore grince. Elle continue d'être présente lors des manifestations, des votes au conseil scolaire, dans cette même pizzeria lorsque la nuit s'étire, prouvant que le partenariat le plus riche n'est pas une question de compte bancaire assorti ou de couverture de magazine. C'est trouver quelqu'un qui se tiendra à vos côtés au coin de la rue, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, criant pour un monde meilleur, puis partageant une part de pizza lorsque le travail est terminé. Numéro 1. Raven-Symoné et Miranda Madej. Raven-Symoné a vécu sous les lumières vives des studios depuis qu'elle était petite à la télévision. Pourtant, la vraie vie a commencé pour elle un après-midi tranquille à Los Angeles, lorsqu'un ami commun a amené Miranda Madej à une soirée jeu dans le jardin. Miranda travaillait en coulisses en tant que gestionnaire de médias sociaux, jonglant entre les publications de marques et les rapports d'analytique pendant que Raven jonglait avec des scénarios et des répétitions de chansons. Elles s'entendaient grâce à un amour partagé pour les blagues ringardes et le R&B des années 90. Pendant des mois, elles gardèrent les choses discrètes, trouvant des moments entre le planning de tournage de Raven et les appels clients de Miranda. Elles se promenaient au crépuscule dans des quartiers où personne ne demandait de selfie, échangeant des histoires sur leur enfance, leur coming out et l'apprentissage de la confiance envers ceux qui disaient se soucier d'elles. Lorsque la nouvelle de leur romance a filtré dans les blogs, certains commentateurs ont levé les yeux au ciel. Ils disaient en France que Raven, avec sa longue carrière et son confortable solde bancaire, avait choisi une partenaire qui n'appartenait pas au cercle intime d'Hollywood. Raven a ignoré le bruit. Elle estimait que Miranda ne se soucie pas des tapis rouges. Miranda aimait que Raven puisse rire d'elle-même lorsqu'une blague tombait à plat. Elles passèrent dans le printemps du confinement de 2020 enfermées dans une petite maison, cuisinant du pain à la banane qui ne montait jamais tout à fait et regardant des émissions de cuisine pour des conseils. Un matin ensoleillé de juin de la même année, elles décidèrent que l'attente n'avait aucun sens. Elles appelèrent quelques amis proches, installèrent des chaises à 6 pieds de distance sur le patio et demandèrent à un pasteur qu'elles connaissaient de les y rejoindre. Raven enfila une simple combinaison noire. Miranda portait une robe pull blanche. Elles échangèrent des vœux écrits à la main, promettant patience et honnêteté, puis trinquèrent avec du cidre pétillant parce que les magasins à proximité avaient épuisé leur stock de champagne. Plus tard, elles publièrent une photo en ligne, 2 bagues, 4 mains, un mot, marié, puis se déconnectèrent pour griller des hamburgers végétariens pour le dîner. Depuis ce jour, Raven a continué à filmer et à enregistrer, mais elle évite la plupart des fêtes de l'industrie pour pouvoir être chez elle pour les soirées Tacos Maison de Miranda. Miranda continue de gérer des comptes sociaux, maintenant avec l'avis de Raven sur des légendes amusantes. Elles passent leur week-end à repeindre des meubles trouvés dans des friperies et à se fixer de petits objectifs, apprenant des verbes espagnols, cultivant des tomates, maîtrisant l'art du pain au levain. Lorsque des blogueurs demandent à Raven pourquoi elle a choisi une partenaire en dehors des projecteurs, elle sourit et dit que les projecteurs sont excellents pour une scène, mais trop chauds pour une vie. Miranda rit simplement, pointe leurs gants de jardinage dépareillés et dit que l'amour, c'est trouver quelqu'un qui creusera dans la terre avec vous-même lorsque la caméra est éteinte. Merci d'avoir regardé, nous vous verrons dans la prochaine vidéo.